Bonjour à tous, Bonjour. suis accompagné aujourd'hui du directeur de la direction des affaires sanitaires et sociales et du docteur Bellec qui est également à la direction des affaires sanitaires et sociales qui vous exposeront à la suite du point presse, pendant le point presse, la nouvelle procédure sur le rapatriement et sur la quatorzaine dans les hôtels. Petit point sur la situation sanitaire. Malheureusement, nous n'avons pas les résultats de la première série. Donc, comme d'habitude, si nous avons les résultats au cours de la conférence de presse, je vous les communiquerai. Sinon, ils seront communiqués via un communiqué de presse du gouvernement en fin de journée avec l'ensemble des séries qui auront été réalisées ce jour. Sur l'aspect sanitaire, nous avons une bonne nouvelle, c'est qu'il ne reste plus qu'une personne sur les 18 au CHT. Les 17 autres personnes étant guéries sont rentrées chez elles, donc c'est la bonne nouvelle du jour. Nous n'avons plus qu'une personne aujourd'hui au CHT et donc plus personne en réanimation. Sur les autres points à l'ordre du jour de cette conférence de presse, vous le savez, une séance du gouvernement s'est tenue ce matin avec l'ensemble des membres du gouvernement et le haut-commissaire. Plusieurs points à l'ordre du jour, des points notamment sur la crise du Covid-19. Nous l'avions annoncé il y a quelques temps de ça, les questions des exonérations sur les produits de gants, de masques et de gel hydroalcoolique. Donc deux arrêtés sont passés. Le premier concernant l'alcool qui est revendu aux industriels locaux et aux pharmacies pour fabriquer le gel hydroalcoolique. Ce produit sera... la taxe sera drastiquement baissée et un taux zéro de TGC sera pratiqué sur les gants, les masques et aussi les gels hydroalcooliques qui seront vendus. Donc l'intention est de pouvoir favoriser la baisse des prix pour ces produits. Un autre arrêté sera proposé la semaine prochaine sur l'encadrement du prix des masques, puisque vous savez, on a pu voir un dérapage du prix des masques ces derniers temps, et donc il convient d'encadrer la vente de ces produits. Sur le sujet principal de cette conférence de presse, vous le savez, donc depuis le début de la crise du Covid-19, la Nouvelle-Calédonie a fait du sujet du rapatriement et du retour à la maison des Calédoniens un sujet prioritaire, et nous avons su nous adapter et adapter des mesures proportionnées au fur et à mesure de la situation. S'il vous plaît, pour les téléphones. Merci. Donc avant le 19 mars, donc les gens étaient envoyés à domicile et placés à domicile, et les gens qui avaient des symptômes étaient testés. Entre le 19 mars et le 2 avril, une partie était placée en domicile, mais une autre partie était placée à la fois au CISE et dans les hôtels. Et à partir du 2 avril, toutes les personnes ont été placées en quatorzaine dans les hôtels. Vous savez, cette procédure de quatorzaine, c'est quelque chose d'assez unique au monde de ce qu'on a pu faire en Nouvelle-Calédonie. On voit qu'il y a des débats à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, dans le monde aujourd'hui, pour isoler les personnes qui pourraient être contagieuses, qui pourraient être de retour de voyage. Et il y a un processus qui est adapté également pour les autres outre-mer français sur la base un peu de ce qu'a réalisé la Nouvelle-Calédonie. Et donc cette procédure nous a permis d'endiguer la propagation du virus en Nouvelle-Calédonie et de rester qu'à 18 cas importés ou liés avec des cas importés. Donc cette procédure et ces mesures proportionnées ont toujours été mises en place en Nouvelle-Calédonie. Nous avons accéléré à un moment le retour des Calédoniens parce qu'il y avait des risques sanitaires qui étaient plus importants, il y avait des frontières qui allaient se fermer, et donc un processus un peu plus rapide a été réalisé et mis ces personnes dans les différents hôtels, toujours dans une logique de protection sanitaire des Calédoniens, ce qui guide notre action depuis le début de cette crise, mais avec le double objectif de ramener l'ensemble des Calédoniens à la maison, qui était également une priorité affichée par le président du gouvernement et le vice-président du gouvernement, qui est en charge de la cellule transport. Donc dans cette logique d'adaptation permanente des procédures, une nouvelle procédure plus adaptée a été validée ce matin en séance du gouvernement, en collaboration avec l'État et les autorités sanitaires, et donc je vais laisser le directeur de la DAS nous présenter cette procédure. Merci. Je vais donc vous présenter la nouvelle procédure de rapatriement qui a été
acceptée ce matin par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons fait évoluer notre procédure, notre protocole de rapatriement pour les Calédoniens qui sont actuellement à l'extérieur donc, du territoire. Cette évolution s'est fondée d'une part sur l'examen minutieux de la situation sanitaire dans laquelle se trouve actuellement la Nouvelle-Calédonie et d'autre part sur l'évolution des connaissances scientifiques concernant le Covid-19. La situation épidémiologique actuelle de la Nouvelle-Calédonie, je la rappelle très brièvement, 18 cas, dont 10 cas importés et 8 cas secondaires, aucun cas tertiaire détecté et le dernier cas détecté le 4 avril nous permet de constater qu'elle a bénéficié, cette situation épidémiologique, des mesures de protection qui ont été mises en place par le gouvernement, c'est-à-dire des passagers mis en quarantaine stricte depuis le 18 mars, un trafic aérien stoppé, sauf pour les rapatriements des Calédoniens hors du territoire, la mise en confinement de la population, la quarantaine des rapatriés calédoniens désormais strictement dans les hôtels et des tests de dépistage systématiques pour toutes les sorties des quarantaines. Le constat que nous pouvons poser aujourd'hui est donc positif quant aux effets de cette stratégie sanitaire conduite jusqu'à présent dans la lutte contre la propagation de ce virus. Toutefois, cet effort, dans les conditions de rapatriement des Calédoniens, ne peut être relâché et nous devons même l'accentuer pour limiter le plus possible le risque d'introduction du virus en Nouvelle-Calédonie. Et deux préoccupations essentielles sous-tendent cette nouvelle procédure. Premièrement, première préoccupation, bien évidemment, limiter le plus possible les risques d'introduction du virus en Nouvelle-Calédonie. En plus des principes d'ores et déjà en cours pour tous les passagers, à savoir l'établissement et l'envoi d'un questionnaire sanitaire pour chaque passager, questionnaire qui est systématiquement examiné par les médecins de la DAS. Un contrôle médical avant l'embarquement pour tous les passagers, une distanciation dans l'avion, le port obligatoire du masque dans l'avion, le lavage des mains systématique, la limitation de toute circulation dans l'avion pour les passagers, un contrôle sanitaire effectué par 2 médecins et toute une équipe d'infirmiers lors de l'arrivée à Tontouta, qui nous permettent une nouvelle fois d'examiner l'état de la situation sanitaire de chaque passager et de pouvoir faire en sorte de limiter les risques si cette évolution avait défavorablement évolué après le départ de métropole, de pouvoir les diriger vers l'hôpital en cas de signes cliniques. Enfin, un transport vers les hôtels rigoureusement organisé en respectant les règles de distanciation. Puis, une quarantaine de 14 jours et à la fin de ces 14 jours, des tests de dépistage obligatoires pour tous les passagers. Comme vous le savez, cette règle de 14 jours se fonde sur le délai habituellement décrit du portage du virus par les personnes. Toutefois, la littérature médicale a rapporté que des cas porteurs du virus jusqu'à 21 jours après leur contamination. Et nous savons également que dans certains cas, un test fait au 14e jour peut s'avérer être un faux négatif. Il a donc été arrêté ce matin afin de maximiser la sécurité, de mettre en place face à ces entrées sur le territoire, que cette quatorzaine à l'hôtel soit obligatoirement suivie par une semaine de confinement strict à domicile pour tous les passagers sans exception et quelle que soit leur provenance, portant ainsi à 21 jours au total cette surveillance très précise. Le deuxième axe et notre seconde préoccupation, c'est bien sûr maintenir l'efficacité de la surveillance des passagers dans les hôtels. Les services de l'ADAS ont la charge de la surveillance sanitaire quotidienne des passagers dans tous les hôtels et cette surveillance nécessite une organisation très précise afin de maintenir son niveau d'efficacité. Il est également extrêmement important de prendre en compte le niveau de stress très élevé que génèrent ces quarantaines chez les personnes qui les subissent. Il faut donc que nous puissions, bien sûr, protéger l'ensemble de la population contre un risque d'introduction du virus, mais nous devons aussi pouvoir prendre en charge de façon globale, tant médicale que psychologique, les personnes à qui nous imposons cette quarantaine. Sur la limitation.
Monsieur Bellec, Non. Non. Tout après ça a été dit. Et de ce que je pourrais rajouter, c'est la justification de la semaine supplémentaire que l'on impose en termes de confinement à domicile aux personnes qui ont déjà subi, entre guillemets, 14 jours de quarantaine à l'hôtel. Vous savez que jusqu'ici, ces personnes-là sortaient et bénéficiaient de la mesure générale de confinement de la population, alors que les prochaines personnes qui vont sortir de 14 jours d'hôtel vont être dans une population qui n'est plus confinée. Donc on s'est rendu compte, suite aux risques qui existent toujours après 14 jours, malgré un test négatif qui peut être un test faussement négatif, qu'il fallait mettre ces populations-là sur un autre terrain de surveillance que la population générale. D'où l'intérêt de les soumettre à une surveillance prolongée d'une semaine supplémentaire. Très bien, je vous remercie également pour préciser que le nombre de 600 personnes dans les hôtels sera le nombre maximum désormais qu'accueilleront les hôtels calédoniens, justement pour respecter cette procédure sanitaire. Si vous me le permettez, j'aimerais avoir un mot pour les personnes qui sont encore bloquées à l'extérieur, et en particulier pour les personnes qui devaient revenir d'Australie et de Nouvelle-Zélande dans les prochains jours. Ça serait présomptueux de ma part de dire qu'on sait ce que vous ressentez. On n'est pas sur place. Par contre, on a les retours. On sait que plusieurs d'entre vous sont dans des situations extrêmement compliquées. Je souhaitais, de la part du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au-delà d'excuses, mais au moins de compréhension de votre part encore quelques jours, mais nous ne vous abandonnons pas. Nous pensons à vous chaque instant et nous nous organisons justement pour vous rapatrier en Nouvelle-Calédonie dans des conditions sanitaires qui permettront justement de garantir votre sécurité, mais également garantir la sécurité des Calédoniens. Mais nous faisons tout pour établir un nouveau programme de vol sur la base des 600 places dans les hôtels qui vous permettront de rentrer à la maison le plus rapidement possible. Voilà. On va passer aux questions. Bonjour, Morgane Boucher, Radio Éco Bleu. Du coup, quelles sont les raisons qui poussent le gouvernement à ne pas faire les rapatriements d'Australie et de Nouvelle-Zélande ? Justement, c'est ce nombre de places dans les hôtels de 600, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu au-dessus des 600 du fait des arguments que j'ai pu développer en début de conférence de presse, qu'on a dû rapatrier des gens un peu en urgence pour des raisons sanitaires, mais également pour des raisons de fermeture de frontières qui devaient être rapatriés de manière plus importante. C'est une décision qui avait été actée par le gouvernement collégial. Et donc maintenant, nous restons sur ce que nous avions décidé au départ, sur les 600 personnes dans les hôtels. Et là, on est à plus de 600 et donc on est dans l'obligation pour assurer la protection sanitaire et le bon fonctionnement des hôtels, de ne pas prendre les vols d'Australie et de Nouvelle-Zélande, qui sont des vols reportés, qui ne sont pas des vols annulés. Et le calendrier de vol sera établi sur cette règle des 600. C'est donc, pour elle, c'est la première. Ça veut dire que l'annulation de ces vols, que ce soit en Australie, que ce soit en France notamment en particulier, ça a des répercussions aussi sur tout le dispositif que vous avez mis en place. C'est une volonté de l'avoir mis en place, ce prolongement un peu, on va dire comme ça. J'ai pas bien compris. Si on prend du temps, c'est-à-dire que vous prenez du temps justement pour le dispositif. On prend du temps et on fait ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que depuis le début, on a mis en place, depuis le 2 avril, les quatorzaines dans les hôtels justement pour faire rentrer les Calédoniens à la maison. C'est quelque chose d'extrêmement important. On avait énormément de Calédoniens qui étaient à l'extérieur et qui étaient dans des situations compliquées à la fois sanitaires, financières, humaines. Et donc il fallait faire rentrer ces personnes-là, mais avec le double objectif de protéger les Calédoniens au niveau local. Et on voit que cette stratégie des hôtels, elle marche. Et on influence un petit peu ce qui se passe dans les autres outre-mer français. Mais on revient à ce nombre de 600 dans les hôtels pour garantir toute la sécurité sanitaire qui doit prévaloir. Alors, pour ceux qui sont par exemple en métropole, et juste, pardon, excusez-moi, ce qu'a dit le docteur Bellec est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avions deux semaines de quatorzaine dans les hôtels dans une période de confinement. Et là, nous sortons de la période de confinement. On a la chance d'être le premier territoire français à sortir de cette période de confinement. Néanmoins, pour les gens qui sortent des hôtels, vu qu'on est en confinement adapté, on a souhaité avoir une semaine supplémentaire à domicile et pas leur appliquer une semaine supplémentaire dans les hôtels où on sait que les conditions psychologiques sont extrêmement compliquées. Et je tiens à dire à chacun, parce qu'on voit qu'il y a des communiqués qui peuvent sortir, on ne tombera pas dans les excès qui peuvent être annoncés.
On tombera dans une justesse qui tient compte aussi de la psychologie des personnes dans les hôtels. On sait que la Calédonie, pour les expatriés, notamment les Calédoniens qui sont en métropole, tout ça, c'est un coût. Je veux dire, c'est la Calédonie qui doit supporter, notamment. Oui, il y a un dispositif qui a été voté pour prendre en charge sur un certain nombre de critères les frais financiers de 7 000 francs pour les particuliers, 10 000 francs pour les couples et une bonification de 1 500 francs par enfant. On a déjà des dossiers qui ont été déposés, des dossiers qui ont été accordés. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a 10 millions qui ont été déjà versés par la Nouvelle-Calédonie, mais on travaille notamment sur les personnes d'Auckland et de Nouvelle-Zélande qui ont eu des coûts soit de déplacement, puisqu'ils étaient prévus sur un vol et ils étaient dans une autre ville que Auckland ou que Sydney, pour que les coûts qui étaient liés à ce rapatriement-là, on puisse, la Nouvelle-Calédonie, les prendre en charge. C'est en cours d'élaboration par mon collègue Johan Lecourrieux qui fait en sorte de trouver les solutions les plus rapides et les plus justes possibles. Une question que les Canadiens se posent, dans tous ces gens qui arrivent de la métropole, il y a d'autres personnes qui rentrent pour les deux camps, des personnes de la métropole. Est-ce que c'est une information qui est juste aujourd'hui ou non? Il n'y a que des Calédoniens qui arrivent ici, donc qui sont rapatriés de métropole. Il n'y a que des résidents calédoniens qui sont rapatriés à la fois de métropole et des autres pays, mais des critères plus stricts vont être mis en place dans la nouvelle procédure, notamment le fait d'avoir eu un billet d'avion avant le 20 mars de retour. D'autres critères vont être affinés, mais par contre la cellule rapatriement qui a été organisée jusqu'à présent a appliqué les critères qui avaient été définis par le gouvernement, c'est-à-dire que les personnels qui avaient un métier en lien avec le médical et qui pouvaient porter assistance à cette crise sanitaire, les personnes qui étaient en difficulté de visa, les personnes qui étaient en difficulté sanitaire et financière, et donc la cellule rapatriement a travaillé sur ces conditions-là pour faire rentrer les Calédoniens qui sont rentrés jusqu'à présent. Ensuite, il y aura au-delà de ces critères et des nouveaux critères qui seront mis en place pour faire rentrer les personnes qui sont à l'extérieur. Il y aura des cas particuliers qu'il faudra analyser. Le gouvernement devra les analyser. Je pense notamment à nos étudiants qui sont en métropole ou qu'il faudra analyser au cas par cas. Certaines personnalités politiques ont demandé l'arrêt complet des rapatriements. Vous confirmez du coup que cette hypothèse n'est pas à l'étude ? Je confirme que le gouvernement n'a pas décidé l'arrêt complet des rapatriements. Tous les groupes politiques. Bonjour, Pierrick Châtel des Nouvelles. La limitation de 600 personnes dans les hôtels va impliquer un prolongement du programme de rapatriement. Est-ce que vous avez une évaluation au calendrier, enfin jusqu'à quand va durer cette période? Je crois que vous étiez initialement vous aviez prévu d'effectuer ce programme de rapatriement, il me semble, jusqu'à mi-mai. Est-ce que ça va être prolongé par conséquent? Oui, le calendrier est en cours de calage justement par la cellule rapatriement et la cellule des hôtels. On pourra en parler plus précisément dans la semaine et Gilbert Thuyenon et Vaimoa Mouliava viendront en parler. Mais oui, si on prolonge un petit peu et si on se limite à 600, il y aura un prolongement mais qui sera pas énorme. J'ai une autre question. Demain, c'est la deuxième rentrée scolaire, entre guillemets. Est-ce que Et juste une chose, pardon, il y a une chose importante, c'est qu'on continue de recenser les personnes qui répondent aux critères. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui répondent aux critères que le gouvernement a fixés, on continue de les recenser. C'est aujourd'hui très à la marge. Le très très gros a été recensé, mais il y a toujours un recensement qui est réalisé. Excusez-moi. Pardon. Oui, donc est-ce que lors de la journée d'hier de pré-rentrée de cette deuxième rentrée, est-ce qu'il y a des problématiques particulières qui ont été remontées par la communauté éducative d'une manière générale? Pas à ma connaissance, mais Isabelle Chamorro viendra faire un point justement sur la rentrée jeudi. Donc elle précisera l'ensemble des problématiques ou des bonnes choses, parce qu'on voit aussi beaucoup de bonnes choses. Vous vous concentrez sur les problématiques, mais moi je salue le travail qui est fait par le monde enseignant et le monde économique et tous les salariés ou entrepreneurs calédoniens qui ont su s'adapter à des règles de manière extrêmement rapide et extrêmement agile. Et je crois que ça mérite d'être salué au-delà des problématiques. André Roisé pour Radio Jido. Ma question, c'est pour le directeur de la DAS. Est-ce que le protocole de suivi de ceux qui sont guéris
Et est-ce qu'il y a des protocoles pour des situations de rechute? Pour ceux qui sont sortis de Medipol. Et puis, Tu réponds. Alors on s'est mis d'accord avec les médecins infectiologues du CHT sur un protocole de sortie et un protocole pour définir la définition de la guérison. Donc vous savez que tous les cas avérés sont systématiquement hospitalisés au CHT, qui sont isolés, ils occupent des chambres individuelles et à partir du moment où ils n'ont plus de signes, à partir du 7e jour de leur présence à l'hôpital, on leur fait un premier prélèvement PCR qui, s'il est négatif, sera suivi d'un deuxième prélèvement 2 jours après, à condition qu'il n'ait toujours pas de signes. Et c'est au terme de ces 2 prélèvements négatifs à 2 jours d'intervalle qu'ils ont une autorisation de sortie. Ils sortent de l'hôpital actuellement sans aucun protocole de suivi. Voilà. À partir du moment où ils ont 2 PCR négatifs à 48 heures d'intervalle, il est considéré dans la littérature internationale qu'ils sont guéris. Alors, on lit dans la littérature internationale, surtout depuis quelques jours ou quelques heures même, des articles, notamment coréens, qui font état de possibilités de rechute à distance, mais à forte distance. Donc, il est bien évident qu'on ne peut pas obliger les gens qui sortent de l'hôpital à une surveillance en quarantaine pendant des semaines ou des mois. Donc ces gens-là, ils sont comme la population générale, ils sont sensibilisés sur l'apparition des signes évocateurs, donc ils devront de toute façon prendre contact avec un médecin ou avec le centre 15 pour, au cas où des nouveaux signes réapparaissent, se réinsérer dans le parcours de soins. Autre question, nous allons prochainement rentrer en période de froid hivernal. Est-ce que vous avez prévu aussi un protocole anticipé sur les protocoles concernant les grippes qui vont arriver, concernant les mesures de prévention pour ces choses-là qui arrivent habituellement pendant la période froide? Des risques de Grippe. Pour la grippe? De grippe. Alors, vous savez qu'il y a un réseau sentinelle, la grippe est surveillée, fait l'objet d'une surveillance régulière par des médecins qu'on appelle sentinelles, qui sont situés de façon représentative de l'ensemble du corps médical calédonien et à qui on demande régulièrement, et notamment au début de la période grippale, de recenser les personnes qui présentent des signes grippaux et de leur faire des prélèvements. Il en est de même pour la dengue. Vous savez qu'on est dans une période aussi où la dengue pourrait revenir. Il y a quelques personnes qui sont hospitalisées, d'ailleurs pour dengue, bien moins, heureusement, que les années précédentes, mais c'est un système qui repose sur les médecins sentinelles. Donc oui, je peux vous répondre oui, et la chance veut que la mise en évidence de ces 3 maladies-là, que ce soit le coronavirus, la dengue ou la grippe, partagent le même type de prélèvement pour les mettre en évidence. Donc avec un même prélèvement, on pourra, au moins pour la grippe et pour le coronavirus, on pourra mettre en évidence les signes des 2 maladies. Je profite juste de cette question, je le dis à de nombreux points presse, il n'y a pas que le Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un manque d'influence et une influence qui ralentit à la fois au Medipol ou chez les médecins généralistes. Et on le voit également en métropole, c'est pas que en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il semblerait que les gens aient peur d'aller chez le médecin. Vous risquez rien du fait d'aller chez le médecin. Par contre, si vous avez des symptômes d'une autre maladie et que vous n'allez pas chez le médecin, là vous risquez quelque chose pour votre vie. Donc contactez votre médecin traitant, appelez-le, et si vous avez des symptômes du Covid-19, il vous guidera pour vous faire tester. Et si vous avez d'autres symptômes, il vous accueillera dans son cabinet médical où ils se sont organisés de manière extrêmement stricte pour vous soigner. Mais si vous ne les contactez pas, vous risquez quelque chose par contre. Je reviens sur le protocole de rapatriement. Est-ce que pour nos étudiants qui doivent revenir sur le pays pour faire leur stage, est-ce que dans les vols de rapatriement, il est prévu un dispositif, un quota qui est prévu pour ces stagiaires-là ou des jeunes qui ont besoin de faire valider leur diplôme qu'on ait prévu dans ces protocoles de rapatriement? La question des étudiants, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, sera prévu un peu à part de la question du rapatriement pur. Par contre, le protocole est en cours de définition, notamment par la cellule rapatriement, mais également par Isabelle Chamorro qui est en charge de l'enseignement supérieur. Donc quand tout sera calé, on viendra vous présenter. Par contre, ils peuvent se signaler toujours sur le site du gouvernement dans le formulaire qui est disponible en ligne.
Une dernière question sur la collégialité en termes de communication. Nous assistons des fois à une, on va dire, différente. Il n'y a pas une. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule voix. C'est assez. On ne va pas parler de cacophonie, mais on assiste à une communication tantôt par le gouvernement, tantôt par les provinces ou par les coutumiers. Est-ce qu'il y a un effort qui est fait pour qu'il y ait une même voix? La communication officielle du gouvernement, elle se fait en point presse du gouvernement, par communiqué du gouvernement, pas de membres du gouvernement isolés, ou par le président du gouvernement. Sur la question des provinces, du haut-commissaire et du Sénat coutumier, ils ont chacun leurs prérogatives et chacun est libre de communiquer comme il le souhaite. Et je crois qu'il y a eu depuis le début une entente remarquable des collectivités calédoniennes qui ont su travailler ensemble. Tous les soirs, on se retrouve en direction opérationnelle à 18h avec le président du gouvernement, le vice-président, les 3 présidents de province et l'État pour travailler ensemble. Et je crois que jusqu'à présent, on a bien travaillé ensemble et on a de quoi être fiers. Moi, j'ai juste une question. Il y a beaucoup de questionnements sur le personnel navigant qui accompagne ces Calédoniens au retour, notamment le personnel enseignant qui accueille les enfants du personnel navigant. Est-ce que toutes les conditions ont été mises en œuvre par le gouvernement justement pour protéger ces populations-là, en particulier? Navigant, oui. Oui, alors le protocole de surveillance des rapatriés que vous a présenté a quelques exceptions, comme dans toute règle, et donc notamment pour les personnes qui sont amenées à voyager régulièrement hors du territoire. Donc je parle des personnels navigants et je parle des professionnels de santé qui accompagnent les évacués sanitaires calédoniens vers un établissement de santé hors de la Nouvelle-Calédonie, maintenant davantage la métropole que l'Australie. Pour ces personnels-là, on a rédigé des protocoles spécifiques qui ne leur imposent pas la quarantaine de 14 jours à chacun de leur retour sur la Nouvelle-Calédonie, parce que sinon ils ne travailleront pas et ça risquerait de mettre en péril l'activité qui est essentielle qu'ils contribuent à réaliser. Donc ils ont un protocole de surveillance avec une autosurveillance qui ressemble davantage à un autoconfinement de domicile qu'à une quarantaine. Voilà. Et on leur impose également une surveillance régulière par un test de dépistage tous les 14 jours. Je fais le relais aussi des enseignants qui accueillent aussi des enfants du personnel navigant pour la rentrée. Oui. C'est des inquiétudes aussi qui se posent. Alors ça, là en fait, vous parlez de personnes qui sont potentiellement sujets contact, de gens potentiellement sujets. C'est relativement... on pense que c'est les personnels navigants comme les professionnels de santé qui réalisent les évacuations sanitaires. C'est des gens dont c'est le métier, qui connaissent bien leurs responsabilités. On leur impose la mise en œuvre d'un protocole de surveillance avec un enregistrement et une traçabilité des données de santé, de fièvre régulièrement tous les 2 jours, de dépistage tous les 14 jours, etc., etc. Donc on pense que dès lors qu'ils respectent ce protocole, ils ne prennent pas auprès de leur entourage familial de risques particuliers. Et donc les enseignants qui s'occupent des enfants de ces gens-là ne prennent pas de risques particuliers non plus. Et attention à ne pas stigmatiser une partie de la population. C'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'on voit aussi sur le personnel soignant qui... par des gens qui ne sont pas bien intentionnés, qui considèrent que le personnel soignant est en lien avec des personnes qui sont potentiellement malades. Enfin, moi, je remercie le personnel soignant et je remercie les personnels navigants de faire le métier qu'ils font en ce moment parce qu'on en a bien besoin. Mathieu Randorel pour DNC. Je voulais juste revenir sur la 3e semaine de confinement. On a vu que les mesures d'autoconfinement n'avaient pas toujours fonctionné, les personnes ne les respectaient pas toujours. Est-ce qu'il y a des mesures de contrôle qui sont prévues pour cette 3e semaine ? Alors on a un petit peu d'expérience maintenant par rapport à la mise en œuvre d'un protocole de surveillance à domicile avec une aide par une plateforme téléphonique qui peut rappeler 2 fois par jour les personnes concernées. Donc on l'a déjà expérimenté à l'époque où tous les rapatriés n'étaient pas soumis à une quarantaine à l'hôtel, mais que certains d'entre eux pouvaient partir à domicile. On l'expérimente aussi continuellement. Dès que l'on trouve un cas avéré, vous savez qu'il y a une enquête pour identifier les cas contacts. Ces cas contacts-là font également l'objet de cette surveillance pour certains d'entre eux à domicile. Donc on a l'expérience maintenant d'une mise en œuvre d'un protocole qui tient la route et qui permet d'avoir une traçabilité des appels téléphoniques et des résultats de chacun. Et le concours de la force publique également. Oui. Puisque l'État a donné son aval par rapport à cette procédure.
Donc on pourra compter sur le concours de la force publique si on se rend compte que des personnes ne respectent pas, du fait de la plateforme que nous avons mis en place, ne respectent pas effectivement ce confinement. Est-ce que c'est pas du coup prendre un risque de réintroduction du virus ? Alors le risque il est mesuré, oui. Le risque zéro n'existe pas. Donc on a considéré qu'il y avait plus de risques, pas forcément vis-à-vis du coronavirus, mais quoique, à demander aux gens de rester une semaine de plus à l'hôtel vis-à-vis du risque que l'on prend en 3e semaine du retour vis-à-vis d'une zone à risque. Le risque existe, je le disais tout à l'heure, la littérature nous dit qu'il y a des situations où le temps d'incubation qui est entre 2 et 14 jours dépasse les 14 jours et peut aller jusqu'à 21 jours. On sait que le portage, quelqu'un qui a été contaminé porte le virus pendant 21 jours. Donc la durée de 21 jours, il faut la respecter, il faut mettre en œuvre des mesures particulières jusqu'à 21 jours, mais par contre, l'enjeu n'en vaut pas la peine entre le 14e jour et le 20e jour, puisqu'on met en difficulté sociale les gens à qui on demande de rester dans un hôtel une semaine de plus. Et vous savez, sur la question du risque zéro, si vous voulez qu'on dise que le risque zéro est établi, non. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à présent, et encore longtemps, on ne mentira pas aux gens. Le risque zéro, il est pas là, mais par contre, on vous communiquera les statistiques qui ont été réalisées où justement le risque est vraiment réduit au strict minimum. Et il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie a été plus loin que la plupart des pays sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que, n'oubliez pas que dans certains pays, et notamment en métropole, les personnes qui sont atteintes de Covid-19 et qui ne sont pas dans un état grave, ils sont renvoyés chez eux. Ils sont renvoyés chez eux. Nous, les personnes, et c'était les 17 personnes qui n'ont pas eu besoin d'être en réanimation, ils sont restés en isolement au Médipôle pour éviter de cette propagation. Donc on a pris toutes les mesures jusqu'aujourd'hui et on continuera après à prendre toutes les mesures qui permettent de protéger les Calédoniens et de nous préserver. C'est ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, parce qu'il faut le rappeler quand même qu'on n'a pas eu de cas autochtones en Nouvelle-Calédonie par toutes ces mesures qu'on a su prendre. Donc si on préconise ces mesures-là, c'est qu'il y a des raisons et que le risque est minimisé. Vous parliez des dérogations tout à l'heure, donc il y a des dérogations pour les PNC, pour les personnels médicaux. Est-ce qu'il y a d'autres dérogations qui sont accordées Alors, il peut y avoir des situations particulières pour des raisons médicales, mais exclusivement pour des raisons médicales, pour lesquelles quelqu'un qui est en quarantaine dans un hôtel puisse avoir une autorisation de sortie pour retourner ou à l'hôpital, bien sûr, ou dans un domicile pour des raisons strictement médicales. Mais c'est vraiment sur certificat médical, contrôlé par les médecins de l'ADAS, c'est au compte-gouttes. Et dans ce cas-là, quand ils partent à l'hôpital, et si leur sortie de l'hôpital arrive avant les 14 jours, ils retournent par la case hôtel avant de rentrer chez eux. S'ils rentrent à domicile, c'est dans le cadre d'une quarantaine extrêmement surveillée. On a pu lire des chiffres concernant les personnes rapatriées, alors plus ou moins, est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux des personnes qui sont déjà rentrées, des personnes à rentrer? Bien sûr, les listes évoluent comme vous l'avez précisé tout à l'heure, mais à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux des personnes qui sont rentrées déjà et des personnes qui sont attendues? 972 personnes qui sont rentrées et 1367 qui sont répertoriées à ce jour. C'est précis. Cette semaine de confinement strict à domicile, pour les rapatriés, elle s'applique à partir de quand? Du vol de ce soir. Puisque l'arrêté a été signé ce matin par le président du gouvernement et le haut-commissaire. Oui, vous évoquiez la difficulté que peuvent éprouver certaines personnes durant leur confinement. Est-ce qu'on vous a remonté des cas de difficultés psychologiques dues à cette contrainte, et est-ce que c'est envisageable de mettre en place une assistance pour ces gens-là? Oui, bien sûr. Oui. On a des remontées. Il y a des personnes qui ont des difficultés à supporter cet état de quarantaine. Et nous travaillons avec le CHS qui nous envoie très, très régulièrement soit des psychologues, soit des psychiatres pour pouvoir aider ces personnes à supporter cet isolement.
Et nous avons aussi quotidiennement nos infirmières qui sont présentes. Nous avons également plusieurs médecins qui passent régulièrement dans les hôtels. Quand je dis régulièrement, c'est tous les jours, bien évidemment, et qui sont présents dans les hôtels quotidiennement, donc toute la journée, et qui servent aussi, qui ont aussi une utilité extrêmement importante par rapport à ces personnes qui se retrouvent en très grand mal-être, parce que, je répète, une quarantaine, c'est quelque chose de très difficile pour tout le monde. Si je peux me permettre de rajouter, il y a un numéro vert qui a été mis en place par le Centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet de soutien psychologique. Dont le numéro est connu. À l'entrée de chaque rapatrié dans un hôtel, il reçoit un kit avec toutes les informations qui concernent son séjour, dont le numéro de ce numéro. Enfin, vous savez, si je peux me permettre, tout à l'heure, je parlais des gens qui étaient bloqués à l'extérieur et des conditions dans lesquelles ils vivent. Enfin, pour nous, c'est pas des listes de noms et des numéros sur une fiche. C'est-à-dire qu'il y a un côté d'humanité un petit peu à avoir dans cette gestion de crise pour les personnes qui sont dans les hôtels, parce que c'est ce que a pu rappeler personne de la direction des affaires sanitaires, mais également pour les personnes qui sont bloquées. Donc il y a un aspect humain à prendre en compte dans cette crise qui est extrêmement important et que nous prenons en compte depuis le début de cette crise, j'espère de la meilleure manière possible, mais pour prendre en compte chaque situation qui est parfois très différente. Très bien, il y avait beaucoup de questions. On va arrêter là et je vous donne rendez-vous à jeudi, puisqu'on est passé à mardi et jeudi pour les points presse du gouvernement. Je vous remercie. Merci, au revoir. Merci. Merci à vous.